L'audience est ouverte. Madame Sakolvouti, veuillez faire rapport concernant la présence des parties et autres personnes à l'audience. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf l'accusé Yengsari. Il est absent pour raison de santé. Il demande à renoncer à son droit d'être physiquement présent à l'audience pour la déposition des témoins TCW 320 et 428. Il était prévu d'entendre le témoin 428 après la déposition du présent témoin. Le nouveau témoin est dans la salle d'attente. Il a confirmé n'avoir aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, avec l'un quelconque des trois accusés, Nonchea, Yengsari Sampan, ni avec l'une quelconque des parties civiles reconnues dans la présente affaire. Le témoin prêtera serment devant la Chambre. Le Président. Merci. À présent, la parole est à la défense de Nonchea pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Maître Sonaroun. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Comme je l'ai dit hier, je suis l'avocat cambodgien de Nonchea. Il me reste seulement quelques questions à vous poser. Dans le document E3/438, les co-juges d'instruction vous ont posé une question. Ils vous ont demandé si vous saviez si Nonchea avait participé à la rédaction des revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire. Et voici ce que vous leur avez répondu. Vous avez dit que vous ne saviez pas si Nonchea avait participé à la rédaction de ces deux revues. Mais vous avez dit que vous receviez ces deux revues chaque mois. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous avez souvent lu la revue Étendard révolutionnaire? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président. Je vais répondre à la question qui m'a été posée. En ce qui concerne cette revue de l'Étendard, je ne l'ai lue qu'une ou deux fois sous ce régime et je n'ai pas pleinement compris le contenu de cette revue. Comme je l'ai dit plus tôt, je me concentrais surtout sur les aspects techniques de mon travail. Je n'avais donc pas beaucoup de temps pour lire des revues. Cette revue de l'Étendard était distribuée à ma section. Je l'ai lue, mais sans porter guère d'attention au contenu de cette revue. Et je n'ai jamais achevé la lecture d'un numéro complet de cet Étendard. En résumé, je me concentrais sur les aspects techniques de mon travail. Et je n'ai pas beaucoup fait attention à d'autres questions qui ne relevaient pas des tâches qui m'étaient confiées. Question.
Je passe à la question suivante. Vous n'avez pas beaucoup lu cette revue et vous avez oublié le contenu de ces deux revues. Ma question est la suivante. Qu'en est-il de la présentation générale de ces revues? S'agissait-il d'un livre? S'agit-il d'un journal? Quelle était la couleur du document? Quelle était la couleur de la page de garde? Y avait-il sur cette page de garde des dessins ou des illustrations? Réponse. Je me souviens qu'il y avait une illustration sur la page de garde qui représentait un drapeau, mais j'ai oublié la couleur de ce drapeau. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas beaucoup fait attention à cette revue. Je me concentrais sur mon travail. Je me souviens juste de ce symbole, je me souviens juste de ces drapeaux, mais je ne sais plus combien il y avait de drapeaux en couverture. Question. Vous avez dit que vous ne vous souveniez plus exactement de la page de garde. Qu'en est-il du contenu? Était-il manuscrit ou tapé à la machine? Réponse. Je ne sais pas bien. Mais je pense que c'était tapé à la machine. Je pense que ce n'était pas manuscrit. À l'époque, il y avait des dactylos. Voilà. Question. Donc vous ne savez pas avec certitude si c'était dactylographié ou manuscrit. Vous dites que c'était probablement tapé. Est-ce que vous pouvez confirmer? Réponse. J'ai dit que c'était probablement tapé parce qu'à l'époque, je m'occupais de la réparation des machines à écrire. Dans ma section, les gens employaient des machines à écrire pour taper des documents. Cela dit, je ne me souviens pas bien si c'était dactylographié, mais il y a de bonnes chances que ça l'était. Ensuite, le texte était imprimé. Et je me fonde ici sur ce qui se faisait à l'époque. Question. Je passe à une autre page du procès-verbal de votre audition. C'est le document E3/438. On vous a demandé si l'expression mauvais élément était définie. Et vous avez dit que vous l'ignoriez, mais que quand Nuncha était arrivé, des instructions avaient été données tendant à cesser d'employer l'expression gens du 17 avril et peuple nouveau et peuple ancien.
Vous avez dit ignorer le sens de l'expression mauvais élément. Vous avez dit que des gens disparaissaient successivement et qu'à votre connaissance, si quelqu'un était membre du parti ou de la Ligue de la jeunesse et faisait partie d'un réseau et que des gens du réseau étaient arrêtés, cette personne aussi serait arrêtée. Vous avez aussi dit que vous veniez de l'Ouest, mais que vous travailliez avec des gens de l'Est. Et vous avez dit que ces gens de l'Est avaient été retirés car c'était principalement des membres du parti ou de la Ligue de la jeunesse. Une autre question vous a été posée, à savoir jusqu'à quel moment cette politique a-t-elle été mise en œuvre? Et vous avez répondu que la politique avait continué, même si Nonchea ne voulait pas que vous parliez d'une distinction entre le peuple nouveau et le peuple ancien. Et vous avez dit que les disparitions ont continué et que des gens du sud-ouest étaient considérés comme bons, des gens de l'est et de l'ouest ont été purgés et remplacés par des gens du sud-ouest. L'interprète précise qu'il s'agit d'une traduction non officielle parce que l'avocat n'a pas donné les codes du document. Ma question est la suivante. Quand vous dites que les gens du sud-ouest étaient considérés comme de bons révolutionnaires, et quand vous dites que les gens de l'est et de l'ouest ont été purgés et ont été remplacés par des gens du sud-ouest, sur quels critères vous fondez-vous pour dire que les gens du sud-ouest étaient de bons révolutionnaires? Réponse. Hier, j'ai partiellement répondu à cette question. Permettez-moi de compléter ma réponse. En ce qui concerne le retrait des gens de l'endroit où je travaillais, autrement dit les gens de l'Est, et concernant ceux qui les remplaçaient, à savoir les gens du Sud-Ouest, pour ce qui est du point de savoir pourquoi ils étaient considérés comme des bons révolutionnaires, eh bien, à l'époque où je vivais là-bas, je ne pouvais pas travailler librement ni être au courant de toutes ces choses. Je ne pouvais pas me déplacer librement. J'ai appris ça de la bouche de gens qui étaient libres de se déplacer. Et ces gens m'ont dit que le secrétaire de la zone avait des problèmes et que du coup, des gens de l'Est ont été retirés. Et quand Yoniat a repris ses fonctions, j'ai seulement vu des gens du Sud-Ouest, de la zone du Sud-Ouest. C'est ainsi que j'ai appris ces événements. Les gens disaient que ceux de l'Est avaient des problèmes et que donc ils ont été remplacés par des gens du Sud-Ouest. Je l'ai appris en travaillant là-bas, même si je n'ai pas pu me déplacer pour interroger les gens à ce sujet. J'ai donc appris que le secrétaire de la zone Est avait des problèmes et que donc les gens de l'Est avaient été retirés. Question.
quand les gens de l'Est et de l'Ouest ont été retirés, vous en avez conclu que les gens du Sud-Ouest étaient de bons révolutionnaires. Pourquoi avez-vous tiré cette conclusion? D'après ce que j'ai cru comprendre, tous les révolutionnaires étaient bons. Réponse. Ce n'est pas moi qui employais les mots bon ou mauvais. J'ai entendu d'autres gens employer ces mots. J'ai entendu ces mots dans la bouche de ceux qui pouvaient se déplacer. Sur place, là où je travaillais, je les ai entendus en parler. Et en fait, je l'ai aussi constaté là où je travaillais. Et c'est ainsi que j'ai réfléchi à ces mots, bon et mauvais, même si moi-même je ne me déplaçais pas. Bien entendu, je ne pouvais pas savoir pourquoi des gens avaient été retirés, ni quelles décisions avaient été prises par l'échelon supérieur. J'ai vu que les gens de l'Est étaient retirés et remplacés par des gens du Sud-Ouest. Question. J'en arrive à ma dernière question. Vous avez dit que vous travaillez sous la supervision de Nonchea vers la fin du régime. Durant combien de temps avez-vous travaillé sous la direction de Nonchea après la suppression des deux... L'interprète se reprend. Après le départ des deux ministres. Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte. Quand Yuniat est parti et que Nonchea l'a remplacé, c'était fin 78. Et jusqu'au moment de notre fuite en 78. C'était peut-être à partir de la mi-78. Il a assumé ses fonctions pour peu de temps seulement. Question. Hier, je vous ai posé une question sur le fait qu'il y avait deux groupes, à savoir le parti et l'administration, à l'époque du Kampuchea démocratique. Dans votre réponse, vous avez dit que vous aviez entendu dire que Nonchea était le chef de l'Assemblée. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Réponse. Hier, j'ai dit qu'il participait aux travaux de l'Assemblée, mais je ne me souviens pas bien de ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était à la tête de l'Assemblée et qu'il était membre du comité permanent. Question. Nonchea a pris la tête du ministère pendant peu de temps. D'après le procès-verbal de votre audition, Nonchea a assumé la tête du ministère de la propagande et de l'information. S'il était membre du comité permanent et ou
président de l'Assemblée, ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi il était devenu responsable de ce ministère? En effet, ce ministère relevait du gouvernement. Le président, témoin, veuillez attendre, la parole est à l'accusation. L'accusation. Objection. La question invite le témoin à spéculer sur les raisons pour lesquelles Nuon Chea occupait ses fonctions. Cela ne relève pas de ce que c'est le témoin. La défense. Le témoin n'a pas encore répondu, mais il a dit avoir entendu que Nuon Chea était membre du comité permanent et qu'il participait aux travaux de l'Assemblée, même s'il ne savait pas s'il en était à la tête. Ma question est donc la suivante. À la connaissance du témoin, si Nuon Chea était membre du comité permanent et travaillait avec l'Assemblée, est-ce que le témoin ne s'est pas demandé pourquoi Nuon Chea est venu assumer la direction d'un ministère qui relevait du gouvernement, qui en faisait partie? Telle est ma question. Le président. Maître, je vous prie de reformuler la question. Ce type de question n'est pas approprié. La défense. Bien, je saute cette question et je passe à autre chose. Durant la période où vous travaillez sous la supervision de Nuon Chea, période qui a duré peu de temps, comme vous l'avez dit, lors de votre audition par le BCJI, est-ce que vous avez rencontré Nuon Chea fréquemment? Est-ce que vous le connaissiez bien en tant que superviseur? Réponse. Hier, j'ai abordé cette question. J'ai parlé de mes contacts avec lui. Si vous voulez que j'en dise davantage, voici ce que je puis ajouter. Je connaissais Nuon Chea, mais je n'étais pas proche de lui. Quand je dis que je le connaissais, cela veut dire que parfois j'apportais des documents à quelqu'un d'autre et parfois quand cette personne n'était pas là, j'apportais les documents à Nuon Chea. Mais je n'ai pas eu de contact fréquent avec lui. Je ne savais pas en quoi consistait son travail. Je n'étais pas proche de lui. En réalité, je travaillais avec d'autres personnes qui étaient proches de lui. Je ne le rencontrais qu'occasionnellement. Parfois, je le voyais lorsqu'il présidait une réunion. Et je n'en savais pas davantage. Question.
Vous étiez subordonné à Nunchia, d'après ce que vous avez déclaré dans le prétoire et au BCJI. Vous avez dit que vous le connaissiez indirectement et que vous n'étiez pas proche de lui. Qu'en est-il de sa personnalité? Était-ce quelqu'un de cruel, de barbare? Était-ce quelqu'un qui arrêtait et emprisonnait des gens? Est-ce qu'il parlait de façon dure? Ou bien était-ce quelqu'un de bien? Était-ce une personne digne d'être respectée? Était-ce une personne qui montrait des qualités de chef? Qui agissait selon sa conscience? Était-ce un bon nationaliste, quelqu'un de respectable? Réponse. Je n'étais pas à même de le juger. Je ne le connaissais pas assez pour ce faire. Mais compte tenu de la situation pratique qui prévalait là où je travaillais, de cela je peux en parler, mais je ne peux pas parler de ce qu'il faisait par ailleurs et dont je n'ai pas été le témoin à l'intérieur de ma section. À l'époque, c'était quelqu'un de ferme. Pour ce qui est des rations alimentaires, il faisait attention. Il interdisait aussi de fumer sur place. Voilà ce dont je me souviens. Pour ce qui est des conditions de vie, il recommandait aux gens de se lever tôt et de faire de la gymnastique. Parfois, il se déplaçait et il parlait aux gens en leur disant de faire de la gymnastique pour garder la santé. Voilà ce que j'ai observé. Je ne peux pas parler de ces autres activités dont je n'ai pas été témoin. La défense. J'en ai terminé. Monsieur le Président, merci Monsieur le témoin. Mon confrère va à son tour vous poser quelques questions. Thank you, Mr. President. Good morning to everyone. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous ceux qui sont présents ici au prétoire. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Jasper Koch. Je suis avocat de la défense de Nunchia. J'ai un certain nombre d'autres questions à vous poser en référence à votre témoignage.
à cette audition. D'ailleurs, je leur ai dit que je ne souhaitais pas déposer devant cette chambre, mais c'était à la chambre de prendre ses dispositions. Mais moi, j'ai demandé à l'enquêteur d'essayer de faire en sorte que le travail des CETC s'efforce d'unir le peuple cambodgien. La défense, merci. Dans votre déposition d'hier et d'aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait évident que vous efforcez à éviter toute forme de spéculation. Je vous en remercie et je vous prie d'éviter toute forme de spéculation en répondant à mes questions. Mais en fait, ma question était autre. Je vais répéter la question. J'espère que vous saurez répondre. Est-ce que les enquêteurs du BCJ ont expliqué pourquoi ils souhaitaient vous entendre? Savez-vous comment les enquêteurs vous ont retrouvé? Et vous ont-ils expliqué pourquoi ils sont venus vous entendre? Réponse. Permettez-moi d'expliquer et d'apporter d'autres précisions. Pour ma part, je ne désirais jouer aucun rôle. Tout dépend de l'État. Et ce que l'État souhaite faire, c'est à eux d'en décider. Pour ma part, je n'ai fait que participer à l'audition telle qu'on m'a demandé de le faire. Et après avoir témoigné devant les enquêteurs, j'ai demandé à ne pas avoir à témoigner ici devant cette chambre. Quant à savoir comment ils m'ont trouvé, je ne le sais pas. Ça, c'est une question pour la chambre. Lorsqu'ils sont venus me voir, je me suis dit qu'ils ont dû me trouver parce qu'ils savaient où j'habitais. Et moi, je me suis contentée de répondre à leurs questions. La défense. Merci, Monsieur Kyoen. Voilà ce qui répond en partie à ma question. Et dans la suite de celle-ci, vous dites que les enquêteurs de la chambre vous ont retrouvé. Pouvez-vous nous en parler davantage? Vous a-t-on téléphoné? Est-ce que quelqu'un s'est rendu à votre village pour venir frapper à votre porte? Comment cela s'est passé? Comment sont-ils entrés en contact avec vous? Réponse. Permettez-moi de rajouter quelque chose à ma réponse précédente. Je ne tiens pas à refuser à répondre à cette question. Mais il me semble
remonte à des faits d'il y a 20 ou 30 ans. Personne n'est venu frapper à ma porte et on ne m'a pas obligé à répondre aux questions. Cette audition s'est passée dans une ambiance qui me convenait et qui convenait aux enquêteurs. Je les ai reçus et j'ai accepté l'audition. Tout ce que j'ai demandé, c'était de ne pas avoir à témoigner ici. Mais lorsqu'ils sont venus m'auditionner, je l'ai fait volontiers. Question. Monsieur Kuen, je comprends. Vous avez dit à plusieurs reprises avoir participé volontairement à l'audition et avoir été disposé à coopérer, mais ce n'est pas ça ma question. Pourquoi est-ce que les enquêteurs vous ont choisi pour cette audition? Vous ont-ils expliqué pourquoi vous avez été choisi, vous, et non pas votre voisin ou toute autre personne? Le président, témoin, veuillez attendre l'accusation. Vous avez la parole. Le co-procureur international, merci, Monsieur le Président. Nous nous opposons à cette question qui est répétitive. Il l'a posée plusieurs fois. Le témoin a dit qu'il ne sait pas pourquoi les enquêteurs sont venus le voir. Ils ne lui ont pas dit. Ils sont venus et il a répondu à leurs questions. Je ne comprends pas la pertinence et je pense que c'est une question répétitive et que nos confrères devraient passer à autre chose. La défense, c'est inexact. Le témoin n'a pas répondu en disant ne pas savoir pourquoi les enquêteurs sont venus. C'est tout à fait pertinent. Il se peut que les enquêteurs lui aient dit au début de l'audition pourquoi il avait été choisi. On aurait pu lui dire que son nom était cité dans d'autres documents ou dans d'autres témoignages. Les raisons pour lesquelles on ait entendu ce témoin et envoyé des enquêteurs jusqu'à Pailin pour le voir sont pertinentes. Et nous ne savons pas encore si le témoin sait pourquoi il a été auditionné, car il n'a pas encore donné cette réponse. Le président. L'objection est motivée et est retenue. Le témoin ne répondait pas à cette question. Maître Beau. L'audition a eu lieu dans un café. Est-ce que c'est exact, Monsieur Kuen? Réponse, oui, c'est exact. En fait, ce n'était pas un café. C'était dans une plantation de café dans la province de Pailin. À l'intérieur de la plantation de café, ils m'ont demandé de procéder à mon audition à cet endroit. Question. Et comment ont-ils exprimé cette demande? Vous ont-ils téléphoné? Sont-ils venus chez vous? Réponse. Avant de procéder à mon audition dans la plantation de café, ils sont venus chez moi. Ils étaient rentrés en communication avec moi précédemment et ils voulaient ma réponse. J'ai accepté que l'audition se tienne à cet endroit.
En fait, ils m'ont demandé d'aller à un endroit où il était possible de boire et de manger quelque chose. En fait, l'audition s'est tenue dans la maison des hôtes. Voilà ce que je peux apporter comme précision. Question. Merci. Et lorsque ils vous ont dit qu'ils souhaitaient obtenir des informations, vous ont-ils décrit le type d'informations qu'ils recherchaient? Par exemple, ont-ils dit que cela concernait le régime des Khmers rouges? Réponse. Les informations qu'ils recherchaient concernaient ce que j'avais vécu pendant les 3 années où j'ai résidé à Phnom Penh. Et ils m'ont demandé comment était la vie à Phnom Penh lorsque j'y étais. Les questions qu'ils ont posées concernaient cette période. Question. Merci, Monsieur Kyoen. Je vais passer à un autre sujet. Peut-être l'un de mes confrères souhaitera vous poser d'autres questions sur ce dernier sujet. Pour être tout à fait clair, Monsieur Kyoen, je ne suis pas en train de suggérer qu'il se soit passé quelque chose de mal pendant votre audition. J'essaie juste de comprendre de quelle manière vous avez été amené à être entendu. Voici ma prochaine question. Un autre témoin ayant travaillé au ministère de la Propagande a déjà déposé devant cette chambre. Il s'appelait M. Kim Voon. Et pendant le régime des Khmers rouges, il portait l'alias Jaun. Connaissez-vous M. Kim Voon, alias Jaun? Réponse, oui, je le connais. Il habite actuellement dans la province de Pailin, mais il travaillait à un autre endroit. Question. Et est-ce que vous vous connaissiez pendant le régime du Kampuchea démocratique?
3 avait été convoqué, que moi-même, je serais certainement citée à comparaître également. Mais je n'ai pas cherché à savoir quelles étaient les questions qu'on lui ait posées ici. Je ne lui ai pas posé de questions concernant cette chambre. Question: comment avez-vous appris que Chaum avait été cité à comparaître? En fait, je ne me souviens pas très bien. Je crois que j'ai rencontré des membres de la famille de Chaum. C'est ainsi que je l'ai su et je me suis dit qu'un jour je serais peut-être citée à comparaître également. Je n'ai jamais contacté Chaum. Je me suis simplement dit qu'un jour on me demanderait. Je n'ai pas cherché à savoir comment cela s'est passé pour lui. Je savais simplement qu'il avait été cité à comparaître et qu'il avait déjà déposé devant la Chambre. Question. Vous avez dit ne pas avoir revu M. Kim Woon après que vous ayez été cité à comparaître. Vous êtes-vous entretenu avec lui par téléphone? Réponse. Chaum ne se sert pas du téléphone. Il ne sait même pas conduire une moto. Il n'a pas de téléphone. Et je n'avais aucune intention d'entrer en contact avec lui. Je n'ai jamais cherché à lui demander ou à entrer en communication avec lui. Le président, maître, veuillez passer à un autre sujet. Vos questions doivent être pertinentes. Si vous cherchez à remettre en cause le procès-verbal d'audition des enquêteurs, c'est une question qui a déjà été résolue dans le cadre de l'ordonnance de clôture. Sans vouloir vous interrompre, nous devons nous assurer que les questions soient pertinentes et permettent la manifestation de la vérité. Et surtout, la question doit être pertinente vis-à-vis de la partie du procès qui nous concerne ici. La défense. Loin de moi de vouloir faire annuler quelque procédure que ce soit, j'interroge ce témoin concernant d'éventuels contacts qu'il a pu avoir avec un témoin qui a déposé ici il y a plus d'un mois. Ce témoin a déposé concernant le même sujet, le ministère de la Propagande. Ils habitent la même ville, ils se connaissent et se sont fréquentés régulièrement et se connaissaient pendant le régime du Kampuchea démocratique. Ils ont travaillé ensemble. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'efficacité de la procédure. J'essaie de tester la crédibilité du témoin. Avec votre autorisation, j'aimerais continuer avec ces questions. Le président, vous pouvez continuer, mais je vous rappelle que le témoin
dépose ici devant la Chambre. Vous pouvez lui poser des questions, sauf si vous désirez faire annuler l'enquête. Je ne vois aucune raison de reposer cette question à plusieurs reprises. Le témoin est ici devant nous. Vous pouvez lui poser des questions et le témoin vous répondra directement. Et pourra confirmer son témoignage. Nous souhaiterions que vous passiez à autre chose pour gagner du temps et que nous puissions entendre un témoignage qui permette la manifestation de la vérité. La défense, encore une fois, je ne cherche pas à faire annuler quoi que ce soit. Je teste la crédibilité du témoin. Le président, je sais que vous ne cherchez pas à le faire annuler. Mais si vous soulevez des questions concernant la procédure d'audition du témoin, l'intention est bien évidemment de faire annuler l'enquête, même si vous ne le dites pas expressément. Votre question concerne les procédures d'enquête. En entendant la déposition du témoin ici aujourd'hui, nous cherchons à entendre des réponses sur des questions de fond permettant la manifestation de la vérité en ce qui concerne les accusés. La défense. Monsieur le Président, si je ne peux pas analyser les rapports entre ce témoin et le témoin précédent, je ne peux poursuivre mes questions. J'invite les juges internationaux à s'exprimer sur cette question. Il se peut qu'il y ait un malentendu. Je ne cherche pas à remettre en cause une partie quelconque des procédures. Le Président, Monsieur le procureur, allez-y. Le co-procureur international, permettez-moi de répondre. Mon confrère a déjà posé plusieurs questions au témoin à ce sujet. Le témoin a dit à plusieurs reprises ne pas avoir eu des contacts avec Kim Voon. Je pense que mon confrère a épuisé cette ligne de questionnement. Il suggère à tort qu'on l'empêche de poursuivre ses questions. Je pense qu'il a eu l'opportunité de le faire. Je ne vois pas de raison justifiant de continuer à interroger ce témoin avec ce genre de questions. Je pense qu'il serait tout à fait approprié que mon confrère passe à autre chose. La défense. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Mon confrère a dit que je cherchais à harceler le témoin. Je pense que ce mot n'est pas justifié. Je ne la harcèle pas. Je lui pose des questions tout à fait polies. J'essaie de comprendre les contacts entre lui et Kim Voon aujourd'hui et par le passé. Et si je ne peux pas établir l'existence ou non de ces contacts, à quoi bon poursuivre mes questions? Le Président, la parole est à la juge Courtright. La juge. Si la Chambre déplore qu'une demande directe ait été adressée au juge pour qu'il s'exprime afin d'être équitable envers la défense, la Chambre indique que tous les juges adhèrent à la décision prise après délibération et demande
à la défense de passer à autre chose, comme l'a déjà demandé le président. Veuillez passer à des questions de fond. Mr. Kuen, La défense. Monsieur Kiev-N, vous avez dit que vous aviez connu Monsieur Kim Voon durant la période du régime du Kampuchea démocratique. Quel était son rôle au ministère de la Propagande? Réponse. Je le connaissais seulement sous le nom de Chaum. À K33, il travaillait avec moi. Mais il travaillait de manière séparée. Je savais qu'il écrivait des articles, mais j'en ignorais le contenu. En tout cas, il était au bureau K33 durant le régime du Kampuchea démocratique. Ça, c'est sûr. Quand nous avons quitté Phnom Penh et jusqu'à ce jour, je l'ai rencontré à Pailin et donc je savais qu'il était en vie. En réalité, il travaillait déjà dans ce bureau au moment de mon arrivée. Quand je suis arrivé, il y travaillait déjà. Question. Après le régime du Kampuchea démocratique, vous dites avoir rencontré M. Kim Voon fréquemment. Avez-vous parlé du temps que vous aviez passé ensemble au ministère de la Propagande? Réponse. Après notre départ de Phnom Penh et jusqu'au moment de la réintégration au sein du gouvernement, je me suis concentré seulement sur les conditions de vie de ma famille. Lui-même, pareillement, se concentrait sur les conditions de vie de sa propre famille. Nous n'avons pas parlé du passé. Le passé, c'est le passé. Nous nous sommes concentrés sur le présent et non sur le passé. La défense. Je comprends que vous vous concentriez sur le bien-être de votre famille. Vous avez aussi dit avoir rencontré M. Kim Voon fréquemment. S'agissait-il de rencontres dans le cadre de votre vie sociale? Est-ce que vous vous rencontriez pour prendre un verre, pour manger? Est-ce que vous vous rencontriez lors de mariage? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Objection pour défaut de pertinence. Il n'y a aucune raison de poser des questions sur des mariages ou des activités sociales. La défense devrait poser des questions à nouveau sur la période du Kampuchea démocratique. La défense. Monsieur le Président, une fois de plus, depuis 1979, c'est-à-dire sur une période de 33 ans, ces deux personnes se sont rencontrées fréquemment. Ces deux personnes travaillaient dans le même bureau. La défense a simplement quelques doutes sur le point de savoir si ces deux personnes n'ont effectivement jamais parlé de l'époque passée au ministère de la Propagande. C'est tout à fait lié à la crédibilité de ce témoin et de sa déposition. Si il est pertinent de savoir si
les deux personnes ont parlé de la période en question pour évaluer la valeur de ce témoignage. La défense devrait donc être autorisée à poser des questions à ce sujet. Le président. L'objection a été motivée. L'objection est retenue. La Chambre s'est déjà prononcée. Elle a dit à la défense de poser des questions en rapport avec les faits reprochés aux accusés. Apparemment, la défense persiste, alors même que la Chambre a rendu une décision collégiale. La juge internationale a déjà répondu, mais vous continuez à insister. Témoin, vous n'avez pas à répondre à cette dernière question. La défense. Je prends note de votre décision, Monsieur le Président. Je vais passer à autre chose. Je comprends que je ne suis pas autorisé à examiner cette question plus avant. Le Président. Vous ne serez pas autorisé à poursuivre cette ligne d'interrogatoire et vous n'avez pas à répéter la décision qui a été rendue. La défense. Monsieur Kevhen, hier, vous avez dit que les Américains avaient retiré leurs forces aériennes en 1973. Avez-vous jamais vu des avions américains survoler le Cambodge durant la période allant jusqu'à 1973? Réponse. Je n'ai jamais vu d'avions américains qui passaient dans le ciel, mais je savais que ces avions étaient fabriqués aux États-Unis et qu'ils survolaient le Cambodge. Comme je l'ai dit, mon village a été réduit en cendres par suite de ces bombardements. Voilà ce que je peux vous répondre brièvement. Question. Ce sont donc des avions américains qui ont bombardé votre village, n'est-ce pas? Est-ce bien ce que vous avez répondu? Réponse. C'est à vous de décider si ce que je dis est exact ou non. Moi, j'ai répondu à votre question en m'appuyant sur ce que je sais et en m'appuyant sur ce que j'ai vu et sur les souvenirs que j'ai gardés de ces événements. Question. Je ne voulais pas vous donner l'impression que je ne croyais pas à votre réponse. Je n'ai aucune raison de mettre en doute votre réponse. Quel a été le résultat du bombardement américain sur votre village? Est-ce que votre village a été grandement endommagé? A-t-il été complètement anéanti? Réponse.
Dans une guerre, chaque camp veut anéantir l'autre. Dans mon village, il y avait entre 500 et 600 maisons qui ont été détruites. Seules une centaine de maisons sont restées intactes. Dans mon village, les maisons étaient proches les unes des autres. Autrement dit, quand une maison prenait feu, les maisons voisines aussi. Question. Durant ces bombardements, est-ce que des gens ont trouvé la mort ou bien est-ce que les habitants avaient été évacués à temps? Réponse. Je ne sais plus si des gens sont morts. Mais je savais que si des gens étaient morts, ils ne pouvaient être que peu nombreux. En effet, pendant la nuit, il y avait des soldats stationnés dans les casernes et les forces révolutionnaires contraignaient les gens à quitter. Et donc, l'impact des bombardements et des combats n'était pas très élevé sur le plan du nombre de morts. Mais à nouveau, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts concernant le nombre de morts. Mais sur le plan matériel, beaucoup de maisons ont été détruites. Ce n'est qu'à l'extrémité du village que des maisons sont restées intactes. La défense. Merci pour cette réponse. Je vais passer à un autre thème, c'est-à-dire votre travail au ministère de la Propagande. Hier, vous avez dit que vous ne compreniez pas le contenu des documents imprimés que vous et votre section produisez. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne compreniez pas ce contenu? Réponse. Les informations que nous interceptions n'étaient pas en khmer, elles étaient en français ou en anglais. Or, je ne connaissais que le khmer, je ne lisais pas l'anglais. Et donc, je n'étais pas à même de comprendre la teneur de ces informations. Cela étant, en travaillant, je pouvais constater qu'une lettre manquait, par exemple. Je pouvais le voir en observant les mots. Par exemple, je pouvais savoir s'il fallait mettre un S à la fin de tel ou tel mot. Je travaillais donc sur ces documents, même si je n'en comprenais pas le contenu. Je ne comprenais pas les informations qui y figuraient. Je l'ai déjà dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Je pouvais juste vérifier si l'orthographe était correcte ou non, mais je ne comprenais pas le sens des mots utilisés. Question. Hier, vous avez dit également que vous aviez occasionnellement remis des documents à Nunchea. S'agissait-il des mêmes documents imprimés en français et en anglais?
S'agissait-il des documents que vous venez de mentionner? Réponse. Mon travail n'allait pas plus loin. Je n'avais pas d'autres documents à lui remettre. Nous recevions donc un document comportant des informations, nous interceptions les informations et ensuite nous transmettions ces informations plus avant. Et je m'occupais de l'aspect technique de l'interception des informations. Et c'est tout. La défense. Merci. C'est clair. Hier, à plusieurs reprises, vous avez dit que vous vous occupiez de votre propre travail, de vos propres activités. Vous avez aussi dit que vous vous occupiez de vos affaires et que vous ne vous mêliez pas des affaires des autres. Est-ce une manière fidèle de résumer ce que vous avez dit hier? Réponse. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. À cette époque, nous faisions simplement ce qu'on nous disait de faire. Nous ne pouvions pas nous mêler des affaires des autres. Nous évitions de le faire. Nous nous concentrions sur notre propre travail. Question. Vous venez de dire que ce n'était pas bien de vous mêler du travail des autres. Est-ce que vous vous mêliez du travail des dirigeants du ministère de la Propagande? Réponse. Je n'ai jamais fait attention au travail d'autrui. Je m'occupais juste de mon travail. J'essayais de travailler avec efficacité. Et je laissais les autres s'occuper de leurs affaires. Pour moi, à l'époque, je devais m'acquitter du travail qui m'était confié. Et c'était tout. Bien sûr, si j'avais voulu me mêler du travail des autres, cela aurait causé des problèmes. Question. Est-ce que vous avez, par exemple, cherché à vous mêler du travail de Hunim ou de Yun Yat? Est-ce que vous saviez ce que ces gens faisaient au quotidien? Réponse. Je ne me demandais même pas quel genre de travail il faisait. Comme je l'ai répété à de nombreuses reprises, j'étais occupé par mon propre travail. Je ne faisais pas attention au travail des supérieurs. Je n'ai même jamais parlé à aucun d'eux.
Je me répétais que je devais me concentrer sur mon propre travail. Je ne cherchais même pas à être au courant des affaires des dirigeants. La défense. Merci pour cette réponse. J'ai compris votre réponse. Hier, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de la nature du travail de Nunchia. Est-ce parce que vous ne vouliez pas vous mêliez des affaires des autres ou bien était-ce pour une autre raison? Réponse. Supposons que je sois la pièce d'une machine actionnée par quelqu'un d'autre. Je devais me concentrer sur mon propre travail. Je ne pouvais pas penser au travail des autres. Quand des gens de ma section ont été retirés, j'ai été le seul à rester et j'ai donc dû prendre en charge tout ce travail. Je me concentrais donc pleinement sur mon travail. Je n'avais pas le temps de penser au travail des autres. Sauf à la fin de mon travail, là j'ai entendu des gens parler de diverses choses, mais personnellement je ne voulais pas être au courant du travail des autres. Question. Vous dites que quand vous êtes parti, vous avez entendu d'autres personnes parler de ces choses. Vous parlez du moment où vous avez quitté le ministère de la Propagande après 1979. Réponse. Je n'ai pas compris la question. De quoi parlez-vous? Vous dites que j'ai quitté mon travail après 79? La défense. Mes excuses si ma question manque de clarté. D'après ce que j'ai entendu en anglais, vous avez dit qu'après votre départ, vous avez entendu des gens parler de cela. Je suppose que vous avez entendu des gens parler du travail du ministère de la Propagande. Peut-être pourriez-vous préciser. Vous avez parlé de votre départ. À quoi faisiez-vous allusion, si vous avez bien parlé de cela? Réponse.
Dans votre question, vous n'avez pas repris les mots que j'avais employés dans ma réponse précédente. Vous avez parlé du moment où je suis parti, vous avez demandé si j'ai entendu des gens parler. Quelle est votre réponse? L'interprète se reprend. Quelle est votre question? Je n'ai toujours pas compris votre question et je ne peux donc pas y répondre. Le président. Maître, pourriez-vous reformuler votre question? Veuillez être précis pour que le témoin puisse répondre à votre question. La défense. Monsieur le Président, je vais mettre cela de côté pour l'instant. Je pense qu'il y a un problème de communication. Peut-être que j'y reviendrai après la pause. Monsieur Kyoen, hier, le procureur vous a posé la question suivante. Je cite la transcription. Page 35 du projet de transcription en anglais. En plus de son rôle en tant que membre du comité permanent, saviez-vous s'il exerçait un rôle quelconque au ministère de la Propagande? Fin de citation. Le coprocureur faisait référence à Nunchea. Voici ce que vous avez répondu. Je cite. Je ne connaissais pas sa fonction, je ne savais pas s'il était responsable du ministère ou non, mais chaque matin il venait, mais je ne savais pas s'il était responsable de l'ensemble du ministère. Je n'ai pas appris cette information à l'époque. Fin de citation. Monsieur Keohane, pourquoi ne saviez-vous pas s'il était responsable de l'ensemble du ministère? Réponse. J'ai dit que je n'en savais rien. Parce qu'il n'y a eu aucune réunion à laquelle j'aurais assisté et à laquelle il aurait été annoncé que Nunchea avait remplacé Yuniat. Mais, compte tenu des activités effectives, après que Yuniat a été retiré, le matin, il est venu, il est allé sur son lieu de travail et moi sur le mien. J'ai travaillé comme d'habitude. Comme je l'ai dit, parfois je le voyais, parfois non. Et je n'ai pas su quand il est parti. Parce que je ne savais pas s'il se déplaçait au sein du ministère ou bien s'il restait à l'étage. Mais je l'ai vu venir travailler. Et ça, c'était après que Yuniat avait été retiré. Mais j'ignorais s'il y avait un document officiel ou une annonce officielle comme quoi Nunchea venait assumer ses fonctions. Je ne peux parler que de ses activités à l'époque. Question. Dans le prolongement de cette réponse, hier, voici ce que vous avez dit. Il venait parfois certains jours jeter un coup d'œil brièvement
et le lendemain il revenait. Page 85 de la transcription anglaise. Je vais reformuler ma question. Diriez-vous que Nunchea travaillait de manière irrégulière, autrement dit, est-ce qu'il passait brièvement un jour, plus longtemps le lendemain, et pas du tout le surlendemain? Pourriez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet? Réponse. Hier, j'ai répondu à une question similaire. Je peux rajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit. Dans la personnalité d'un dirigeant, et pas uniquement Nunchea, mais de façon générale, il surveille le lieu de travail et vient voir les gens travailler. Il avait tendance à apparaître de temps à autre. C'était ce que faisaient généralement les dirigeants. Il apparaissait sur le lieu de travail. Parfois, il nous encourageait à faire de l'exercice. Parfois, il se rendait en cuisine pour voir si ils avaient à manger. C'est ce que je l'ai vu faire lorsqu'il venait. Je ne peux pas parler de la durée de ces visites, mais c'est ce que faisaient les dirigeants et c'est ce que j'ai constaté. Le président, merci. Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes et reprendre à 11h moins 10. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et le prendre en charge et le raccompagner ici à 11h moins 10. L'audience est suspendue.